The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle émission. Pas une interview cette semaine, mais des retours de festival. Et oui, parce que j'ai passé tout le week-end en compagnie de l'extraordinaire Mad. Salut Mad. Oh bah ça y est, tu me fais rougir dès le début. Oui, c'est vrai qu'on a passé le week-end ensemble. Et c'est vrai que t'es extraordinaire, on peut le dire. Ce n'est pas usurpé. Mais où est-ce qu'on était donc ? Où est-ce qu'on a passé le week-end, dis-moi ? Eh ben, on était à Toulouse, à l'Alchimie du jeu, Ouais, qui fêtait sa 21e édition. ouais, c'était une première pour moi. Bah pareil. Alors première pour moi, j'étais jamais allée à ce festival qui s'est déroulé donc en fait du vendredi 3 mai début d'après-midi au dimanche 5 mai fin de journée. Et bah nous on est arrivé le vendredi assez tôt d'ailleurs. Enfin voilà, donc on en a vraiment bien profité. Oui, c'est un festival qui dure 2 jours et demi et c'est une bonne idée parce que quand on a la possibilité de venir la demi-journée supplémentaire, eh bien, on peut vivre un festival plus paisible. Oui, ouais, clairement c'est le vendredi qu'on a le plus joué et en plus le vendredi le festival était ouvert jusqu'à minuit. Donc, ce qui permet d'en profiter vraiment de cette demi-journée qui fait un temps sur place assez long si on reste jusqu'à la fermeture à minuit. Ça se déroule au Mythe à Toulouse. Alors, c'est pas du tout en centre-ville. Voilà, faut le savoir. C'est même assez loin. Si on reprend le tramway du centre-ville, il faut presque quasiment 1 heure pour revenir dans le centre. Le lieu est pas le plus chaleureux du monde. Faut pas se mentir. Hein. C'est pas le cadre le plus top que j'ai fait en festival. C'est vrai que par rapport à Cannes ou par rapport à Rennes, où on est en plein cœur de la ville et on peut profiter de toutes les infrastructures, là, c'est un petit peu au milieu de nulle part. Ouais, ça lorgne plus du côté d'Essen en termes d'ambiance que Cannes, ça clairement. Et en fait, autour, il y a rien. Donc, on peut pas se dire on va aller manger, boire un coup, etc. Donc, une fois qu'on est sur place, on est sur place. Et donc, ça veut dire aussi que le moment où on va passer aux périodes de repas, c'est complètement, c'est pris d'assaut, quoi. En fait, vraiment, voilà, faut se préparer, faut manger en décalé ou alors faut venir avec son sandwich, quoi. Mais ça, c'est parce qu'ils sont victimes de leur succès. Forcément, avec une telle fréquentation, on a besoin de lieux de plus en plus grands et forcément de plus en plus impersonnels. Ouais, tout à fait. Après, il y a une super ambiance dans le festival. Donc, bien sûr, il y a des stands avec des éditeurs. Il y a une zone de prototypes avec un concours de prototypes. Il y a une grosse bourse aux jeux. Alors nous, on ne l'a pas du tout fait parce on n'avait pas forcément envie de s'alourdir de trop les bagages en achetant ou même en venant avec nos jeux à vendre. Donc, on n'a pas trop regardé, mais ça avait l'air d'être assez plein en permanence, cette zone-là. Il y a aussi un espace jeu de rôle, mais c'est vrai que nous, et puis il y a les boutiques, bien sûr, et forcément, il y a la boutique du passe-temps, hein, voilà, qui est quand même un des symboles du Toulouse ludique. Et dès que tu rentres dans le festival, c'est la première chose que tu vois, la boutique du passe-temps. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que nous, on a plutôt été dans la zone des jeux éditeurs et un peu prototypes, mais c'est principalement ce que nous, on a fait parce que en plus, on n'était pas que toutes les deux, on était accompagnées de nos filles respectives. Donc, c'était aussi une autre expérience de pas être qu'entre adultes. Parce que forcément, on jouerait. Moi, j'aurais pas joué à un gros jeu de gestion de 2 heures en festival de toute façon, mais de toute façon, ça excluait aussi d'office ce genre de jeu, quoi. Oui, donc un festival avec beaucoup de choses, beaucoup de monde, et pourtant pas cette impression d'oppression parce que, comme on l'a dit, c'était dans un grand hall avec des allées bien larges, notamment pour faciliter le passage des fauteuils roulants, par exemple, mais on ne ressort pas complètement abruti par le bruit, par la chaleur. Comme on est sur une structure avec un plafond assez haut, ça reste agréable. Enfin, je sais pas si toi tu l'as vécu comme ça aussi, mais par rapport au sous-sol de Cannes, par exemple, ou même à Ludinor que je connais bien, on a l'impression d'avoir plus de monde, plus de bruit, plus de chaleur humaine. Voilà, donc c'était plutôt agréable. Ouais, non, c'est vrai qu'on circule bien on se sent jamais oppressé, ce qui est une super chose parce que c'est vrai que les festivals c'est très fatigant, il y a du monde, etc. Et si en plus cette ambiance un peu anxiogène, ça, au bout d'un moment, tu satures quoi. Et même, je voulais dire, l'entrée au festival, même s'il y avait beaucoup de monde, ils arrivent à fluidifier quand même cette queue qui semble immense
en une dizaine de minutes, tu parviens à rentrer dans l'espace, quoi. Donc, bravo aux organisateurs, aux bénévoles qui réussissent quand même ce tour de force, je trouve. Ouais. Alors, est-ce qu'on a joué pendant ce week-end? Un petit peu. Un petit peu. Alors, on a commencé, le premier jeu auquel on a joué, c'était sur le stand de Blue Orange. On a joué à un jeu qui s'appelle Qui Pourquoi. Alors, mais écrit avec un K. Il y a, voilà, qui pourquoi. Enfin, c'est un K au début, puis quoi avec un K également. Qui est un jeu de Edoul illustré par aussi Edoul. En fait, pour des parties d'environ 20 minutes. C'est son premier jeu, si j'ai bien compris. On n'avait pas retrouvé la fiche BGG. Oui, on a trouvé les informations concernant le jeu sur le site du Passe-Temps, en fait, parce que c'est Ouais. des jeux qui sont pour la première fois présentés en festival et même aux joueuses et aux joueurs. Ouais. Donc en fait, c'était un jeu dans lequel on va avoir des personnages un peu amusants qui s'appellent des zigotos. On va en avoir 6 qui sont disposés. Et puis on a des petits, c'est un coop, hein. On a des petits jetons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on va avoir une question qui est posée. On doit voter et il faut absolument qu'on ait la majorité absolue. Donc par exemple, nous on était 4, il fallait qu'il y ait moi 3 d'entre nous qui aient voté pour le même. Pour que ça marche. Donc typiquement, on avait une question, je sais plus, c'était selon nous, qui était le zigoto qui était le plus prêt à partir en week-end. Voilà, donc on va mettre son jeton, le jeton du numéro qui correspond face cachée et puis on révèle et donc si on n'a pas au moins 3 votes, on perd une vie. Enfin, voilà, c'est un peu ça. Et puis sinon, on gagne la carte, on remplace, on pose une nouvelle question et à la fin, si on n'a pas perdu la partie avant, et ben dans ce cas-là, on fait une sorte de match entre les 6 zigotos qu'on a réussi à gagner à chaque fois et on pose une ultime question. Oui, c'est ça. Bon, voilà, j'ai à peu près expliqué le jeu, je pense. Alors, bon, les personnages sont assez amusants. Bien sûr, ça va créer de la discussion. On va devoir un peu argumenter le pourquoi on a voté, etc. Qu'est-ce qui nous a fait penser. C'est sûrement, ouais, c'est assez amusant je pense vraiment pour un public soit très familial, soit carrément pour des enfants. Moi, j'ai trouvé ça franchement pas très passionnant, j'avoue. Euh, pff, je sais pas trop quoi en dire. Je trouve pas que les questions étaient particulièrement non plus, je sais pas, drôles ou quoi que ce soit. Je sais pas, même pas. Enfin, moi, je suis pas trop fan de ce genre de jeu en général. Je trouve qu'il y en a beaucoup, beaucoup, tu vois. Et puis c'est un énième, alors avec des illustrations de zigoto amusantes, mais hormis ça, d'un point de vue mécanique, c'est quand même super pauvre. Et puis, je trouve que la dernière phase n'a absolument aucun sens. Mais aucun sens. Je comprends pas le pourquoi on fait un match entre les 6 qu'on a gagnés. Mais bon, voilà. Ouais, moi je pense que ce sont les illustrations qui ont été premières dans ce jeu. Voilà, on a un illustrateur qui a créé le jeu. D'ailleurs, sur son blog, on voit quelques prototypes. C'est quelqu'un qui a l'air d'aimer les jeux, voilà, et qui essaye d'en faire. Moi, je trouve que pour les enfants, ça peut avoir un intérêt parce que les personnages, il y a une grande variété de personnages. C'est parfois amusant, parfois un petit peu étrange, et ça va amener de la discussion, de la description. Il va falloir argumenter pourquoi on a choisi tel ou tel personnage, voir un petit peu le cheminement que les enfants auraient pu avoir pour déterminer la réponse à la question qui est posée. Voilà, c'est à partir de 8 ans. Je pense que ça peut même être un peu plus tôt. Quand on est accompagné, on peut passer un moment sympa avec les enfants, mais c'est certainement pas un jeu que je proposerais, moi, à jouer entre adultes, tu vois? Ouais. C'est plus mesuré que moi, mais Parce que je pense que ça peut plaire à des enfants et ça a plu à nos filles, hein. Elles se sont plutôt bien amusées, enfin, c'est le sentiment que j'ai eu, elles se sont plutôt bien amusées avec ce jeu. Après, peut-être qu'elles n'y reviendront pas, plusieurs fois, enfin, c'était bien comme ça, mais pour nous, c'était pas très comme tu dis, c'était pas palpitant, quoi. non. Ensuite, on a joué à un jeu qui nous a beaucoup plus plu. Donc, ce jeu, c'est Inkit, un jeu de Romain Clément et Kevin Gauvin qui est publié chez Banquise Éditions. Donc, l'artiste qui est crédité, c'est Jérôme Soleil. Alors, c'est encore un jeu coop dans lequel on va devoir se faire deviner des mots, des idées ou quelque chose en utilisant des tampons de couleurs et de formes. C'est-à-dire qu'on va avoir 4 tampons, un carré bleu, un triangle vert, un rond rouge et puis une sorte de barre jaune.
Et avec ça, on va devoir utiliser les tampons pour illustrer le mot qu'on a. Et à tour de rôle, on va devoir deviner ce qu'ont fait les autres. On va bien sûr tout mélanger, tout révéler, rajouter une réponse en plus. Et celui qui doit deviner va devoir remettre le bon dessin au mot. Et au premier tour, on a le droit d'utiliser que 5 coups de tampon, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. Voilà, c'était comme ça. Alors vraiment, moi on y a joué parce que notamment ma fille, elle a vu les tampons, elle avait super envie d'y jouer. Moi, j'étais très, très dubitative au début et au final, c'est plutôt une très bonne surprise parce que ça marche très bien et je trouve même que le jeu prend une dimension vraiment poétique à la fin de la partie. Moins on a de tampons, bizarrement, on a eu plus de mal avec plus de tampons. On finit par être plus efficace avec un seul tampon parce qu'on va pas jouer que sur les formes, on va aussi jouer sur l'utilisation de l'espace de notre feuille pour placer notre tampon et ça peut avoir vraiment de l'importance. Et je trouve que le rendu final est assez poétique en fait. On finit par faire des illustrations qui sont assez chouettes. Et il y a vraiment ce petit côté très évocateur avec très peu de choses finalement. Plutôt vraiment une très bonne pioche. Oui, puis contrairement au jeu précédent, c'est un jeu qu'on va pouvoir faire entre adultes et enfants avec un plaisir partagé des deux côtés. C'est-à-dire qu'on s'est laissé embarquer nous-mêmes dans le jeu. Et je te rejoins sur l'idée de poésie parce que finalement, chaque forme géométrique, voilà, le carré, le disque, le rectangle, ont toujours la même couleur. On va pas mélanger les couleurs de tampons et ça donne une unité entre tous les dessins qui vont être tamponnés, double tamponnés. Et ça donne, oui, voilà, une harmonie. Et comme le tampon, ça fait quelque chose qui est pas complètement net, voilà, il reste des petits points blancs à l'intérieur. Ça rajoute aussi un cachet, en fait, aux productions, aux œuvres que l'on va faire. Et c'est vrai que les filles en ont réclamé. C'est-à-dire que, voilà, on avait acheté le jeu et après le petit-déj, on en a fait une partie sur le sol. Voilà, elles en redemandaient et moi, j'étais d'accord pour rejouer avec elles sans souci, quoi. Ouais, et d'ailleurs, je te rejoins sur le fait de la façon dont le tampon, parce que ça va pas être forcément très net. Et même après, on va jouer dessus, en fait, sur la façon dont on appuie sur le tampon ou pas. La pression qu'on va mettre sur le tampon va permettre aussi de faire passer des idées. Donc, il y a pas que juste utiliser les formes et les couleurs. Il y a vraiment la pression qu'on exerce sur le tampon, l'endroit où on le positionne sur sa feuille. Il y a plein de choses qui vont rendre de petites subtilités qui vont rentrer en ligne de compte. Et je pense que c'est ça qui fait que le jeu est beaucoup plus riche qu'il n'en a l'air sur un simple pitch au début, quoi. Ouais, et puis quand on doit faire découvrir avec un seul tampon, parfois c'est la forme que l'on va choisir, mais parfois c'est la couleur. Moi, je devais faire deviner à un moment donné un des Simpsons, enfin la famille Simpson peut-être. Bon, voilà, j'ai pris du jaune. Et puisqu'on a les mots qui sont proposés avec l'intrus, comme t'expliquais, par élimination, on va pouvoir trouver... Très bien, ouais. De toute façon, voilà, on l'a dit, on a acheté le jeu après, dans la journée, et on y a rejoué dans le week-end. Ensuite, on a joué toujours chez Banquise à un jeu, alors je pense qu'il vient juste de sortir, c'est Temple Code. C'est un jeu de Johan Levet, un nouveau jeu de déduction. Johan Levet, on sait que c'est un des spécialistes du jeu de déduction, on le sait très bien, surtout depuis Turing Machine. Le spécialiste mondial. Spécialiste mondial, là, il était seul, il est comme pour archéologique, là, c'est lui tout seul qui a conçu le jeu. Et l'artiste, c'est Jean-Baptiste Reynaud. Alors, dans Temple Code, en fait, on doit reconstituer un code qui nous est propre, qui est sur une carte assez grande, qui est placée sur un support, et donc on ne voit pas notre code. Donc, il faut qu'on le trouve. Sont placés devant, donc c'est pareil pour tous les joueurs et joueuses. On a également placé devant nous 2 cartes avec d'autres codes. Et à notre tour de jeu, on choisit une des cartes qui est devant un de nos adversaires, et celle qu'on prend, on en prend une, et celle qu'on ne prend pas, on la laisse à l'adversaire, et il va pouvoir de ce fait l'utiliser lui aussi pour avoir des informations sur son propre code. Donc là, il va y avoir un peu d'interaction parce qu'on va faire les choix en fonction de nous, ce qui nous intéresse, les informations qu'on recherche, mais l'autre peut également, on peut aussi réfléchir aux informations qu'on laisse à notre adversaire puisqu'il récupère une carte. Et ensuite, ça va fonctionner un peu à la manière d'un mastermind, puisqu'on va prendre la carte avec le code qu'on a choisi et on va la positionner
euh, au-dessus de la nôtre et ça va nous indiquer en fait si on a un symbole, ou un symbole couleur bien placé, si on en a un qui est exact et bien placé, ou bien si on en a qui sont effectivement dans le code mais mal placés, ou si on n'a rien du tout, quoi. Et on va procéder ainsi par élimination, par déduction, pour trouver notre bon code. Et il faut avoir trouvé 2 fois le code pour remporter la partie. Donc c'est un peu, oui, comme vraiment ça, on a un peu des sensations du mastermind, avec la différence, c'est que là, on n'a pas de maître du jeu qui a déterminé le code. C'est un code qui est déterminé aléatoirement. Et puis, voilà, c'est le jeu qui va nous donner les réponses, en fait, à nos essais. Le jeu fonctionne super bien. C'est très, très brainy. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très brainy. On a les neurones qui crament pendant la phase de réflexion. Et puis, ce qui a été très, très cool pendant notre partie, c'est qu'on a joué en plus avec Johan Levet. Donc, c'était aussi un moment très, très sympa. Qui s'est trompé à un moment donné. On peut le dire, ça, tu crois? Oui, alors, je ne sais pas si c'est lui qui s'est trompé ou Victoire qui s'est trompé, peut-être un peu les deux. On va mettre à ça, on dira que c'est une responsabilité partagée, ouais. Mais ouais. Après, moi, je suis très cliente des jeux de déduction et tout. Le jeu me plaît beaucoup. Mais après, je me dis toujours, là, il y a beaucoup de jeux de déduction d'un coup qui sont sortis. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une forme de lassitude, en fait, devant les jeux de déduction? Je sais pas. Moi aussi, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. J'ai pas eu de difficulté particulière à prendre des notes parce que je sais que c'est des choses qui sont remontées pour d'autres jeux où on se demande toujours comment est-ce qu'on fait pour prendre les notes. Là, j'avais trouvé que c'était assez évident. Oui. Et que ça se faisait plutôt bien. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait d'accumuler comme ça les cartes indices, les cartes avec le code qui nous donne des indices sur notre propre code, parce que finalement, tu les revisites tout au long de la partie, au fur et à mesure. Elles s'accumulent. Et ça m'a bien plu. Je me suis trouvée plutôt à l'aise, en fait, parce qu'on est en terrain connu. Tu parlais de mastermind. Effectivement, on a un peu des ressentis, ce qui fait que voilà, même pour des gens qui n'auraient pas forcément beaucoup d'affinité pour les jeux de logique, je le trouve assez accessible. Et là encore, c'est un jeu que j'aimerais bien faire jouer à des enfants, voilà, d'une dizaine d'années. Je pense que ça pourrait bien fonctionner avec eux. Ouais, donc vraiment un très. Et puis il y a quand même il y a une forme d'interaction avec le fait de laisser les indices et tout. Oui, c'est ce que j'allais dire. Qui est assez cool. Comparé à un archéologique qui se joue pour le coup très très bien en solo, qui est excellent également, mais qui se joue presque mieux en solo qu'à plusieurs parce qu'il y a un peu de temps mort. Là, il y a finalement assez peu de temps mort. Ouais, et t'as raison de le dire parce qu'effectivement, quand tu vas prendre ta carte, c'est pour avoir des indices sur ton code, mais aussi t'essayes d'éviter d'en donner à tes adversaires, quoi, parce qu'il y a une carte qui va leur revenir. Donc ça, c'est intéressant aussi. Peut-être que dans une première partie, tu fais pas trop attention, mais très vite, en fait, tu vas avoir cette vigilance, quoi. Ouais, moi j'avoue que sur la partie, j'ai pas du tout fait attention. J'étais tellement focus sur mon code à moi que... Et puis une prise de notes que j'ai quand même pris les notes de façon vraiment n'importe comment au début. Bon, j'ai réussi à m'en sortir, mais c'était pas fameux. J'étais pas très fière de moi au tout début. Alors ensuite, on a joué à Little Tavern. Donc Little Tavern, c'est un jeu de Maxime Rambourg et Théo Rivière qui est sorti assez récemment chez Repos Productions, qui est illustré par Gaël Lanurien. Alors c'est un jeu d'ambiance, je pense qu'on peut le décrire un peu comme ça, dans lequel en fait on va être des patrons de taverne, on va avoir tout un tas de clients potentiels qui sont des cartes qui sont mises un peu en vrac sur la table. Et à notre tour de jeu, on pioche une carte, tout d'abord des cartes clients, qu'on peut choisir de placer chez nous ou chez les autres, sachant qu'on va avoir des elfes, des nains, des sorcières, des gobelins, etc. Et bien sûr, chaque clan a un scoring particulier. Mais on peut également jouer à un moment des cartes événements, il faudra payer pour ça, et les événements permettent en fait de redistribuer un peu les cartes, c'est le cas de le dire. On va pouvoir s'échanger des clients, on va pouvoir jeter un client, enfin voilà, des petits pouvoirs. C'est un jeu assez potache, je pense que qui se veut un peu rigolo parce qu'il y a des petites blagues. Alors effectivement, les gobelins, ils ont des noms rigolos. Ils s'appellent Jean-Eudes, Jean et je sais plus quoi. Enfin voilà. Bon, moi ça m'a vraiment pas ému. Je suis pas tous les trucs un peu potaches comme ça me fait pas spécialement rire. Et puis en plus, c'est vite long, quoi.
Il faut atteindre 25 points donc en pièces puisque c'est les pourboires qu'on touche à chaque fois. Mais en fait, c'est un peu long, quoi. Moi, je trouve que c'est long pour ce qu'on fait, quoi. Donc, la première manche, ok, c'est rigolo. Pour la deuxième, déjà, c'est un peu poussif. Et puis à la troisième, tu te dis, oh là là. Je crois même qu'on s'est arrêté à 24 points parce qu'on en avait ras-le-bas. On se voyait pas refaire une manche juste pour un point de pourboire, quoi. Ouais, bah, t'as utilisé le terme potage. Potage, j'ai regardé un petit peu ce que ça voulait dire de façon étymologique et ça veut dire humour de taverne. Donc, on est vraiment dans la thématique, mais aussi c'est un synonyme de collégien, lycéen, enfin, tu vois? C'est l'humour qu'on va avoir, quand on a, cet âge-là et je crois que, bah, peut-être ça fonctionne, mieux sur, des personnes de cet âge-là parce que, tu vois, tu vas trouver sur les cartes, des petites phrases comme, bataille de caca quand, c'est les gobelins ou, la sorcière qui a des flammes tout autour d'elle qui, sort une phrase du type, «Je vais pas faire long feu». Et bah, voilà, peut-être que ça va amuser, certaines catégories de la population, mais c'est vrai que moi, j'ai pas envie d'y rejouer et j'en aurais pas un souvenir impérissable, quoi. Alors, je pense que l'humour potache était très assumé, hein, par les auteurs quand ils ont présenté le jeu. Ils le disent, hein, c'est un jeu un peu crétin, pour rigoler, vraiment typé de jeu d'ambiance, hein. C'est vraiment comme ça qu'ils l'ont présenté et effectivement, dans ce créneau-là, il remplit tout à fait le taf, hein. Après, moi, clairement, voilà, j'avais, mis une manche, ça va, puis au-delà, je trouve ça, en fait, un peu long pour justement un jeu d'ambiance, et je suis pas sûre non plus d'avoir très envie d'y rejouer, tu vois? Donc vraiment c'est pas trop mon type de jeu non plus, quoi. J'ai l'impression de dire ça tout le temps, c'est terrible, hein. Vraiment, on arrivera vraiment à penser que je n'aime aucun jeu. Et puis après, il y avait cette histoire de gobelins, là, tu parlais de Jean-Jean, parce qu'au cours de notre partie, il y a quand même eu un événement pendant lequel ta fille récupérait tous les gobelins qui rapportent aucun sou, jusqu'à ce qu'elle récupère le fameux Jean-Jean dit le fameux, et qui fait scorer un maximum. Donc il y avait des petits retournements comme ça de situation qui contribuent aussi à cette ambiance dont tu parlais, quoi. Ouais, voilà. Bon, après, mais le pire reste à venir parce qu'après, je pense qu'on a joué au jeu le plus vraiment que j'ai le moins aimé de tout le festival. Je pense vraiment, hein, de loin. Un jeu qui s'appelle Piquit. Alors, Piquit, c'est un jeu de Corentin Brand, illustré par Sylvain Repos, qui est auteur de bande dessinée et qui reprend un peu l'univers visuel de ces bandes dessinées, en tout cas qui a un style vraiment très particulier, auquel j'étais totalement insensible, hein, soyons clairs. Et il est également édité chez Repos Productions. Alors, Piquit, c'est un jeu dans lequel on lance 2 dés et en fonction de son score, on peut prendre 1 à 2 cartes qui sont posées en rivière devant nous. Et puis, si on fait un double, on a le droit de prendre une carte plus forte qui rapporte plus de points. Et certaines cartes, on peut les jouer après avoir lancé nos dés, mais avant de se servir dans la rivière pour faire des effets comme voler une carte à quelqu'un ou bien changer une phase de dés. Et ben, c'est vraiment mais chiant à mourir, quoi. Chiant à mourir. Ça n'a aucun intérêt. On réutilise le truc un peu de Trek 12, de dire on peut faire la somme, les 2 valeurs ou la soustraction. Bon, voilà. Une fois qu'on a dit ça, il ne se passe rien, quoi. Enfin, et puis les pouvoirs des cartes sont nuls, en vrai. Ils sont pas spécialement puissants parce qu'en plus il y a même des cartes qui permettent d'annuler le pouvoir qui serait joué. Donc c'est assez facile, hein, de se prémunir contre un vol ou n'importe quoi. Il y a rien de particulièrement. En fait, c'est un jeu qui est plat et qui a aucune âme. Voilà, qui ressemble à tous les jeux de dés un peu nazes qui reprennent comme ça l'idée de faire des choses avec des combinaisons, mais sans aucune originalité. La seule originalité, en fait, elle vient de l'univers qui est utilisé. Donc c'est un monde un peu post-apo, c'est ça, avec des robots samouraïs. C'est un peu ça ce que j'ai compris. Alors ça, c'est le pitch de l'œuvre de Sylvain Repos, Yojimbot, pour qui il est connu, en fait, hein, qui a reçu un prix à Angoulême. Et donc, voilà, lui, ses inspirations, ça va être Akira, par exemple. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on le ressent un peu parce qu'il y a les mechas, enfin, il y a ce genre de personnages sur les cartes.
Et puis, oui, et effectivement, et en fait, je trouve qu'il y a aucun véritable choix, quoi. En fait, le seul choix que tu as, c'est est-ce que je garde les cartes que j'ai réussi à récupérer, là, qui représentent les kaijus, là, comme dans King of Tokyo, est-ce que je les garde parce que c'est eux qui vont faire les points, ou est-ce que je les joue pour leur pouvoir? Et effectivement, comme bon, c'était pas fou autour de la table, moi j'ai essayé d'utiliser un maximum de pouvoir, tu vois, pour dynamiser un petit peu le jeu. Et puis finalement, ça m'a pas franchement réussi parce qu'à la fin, je me suis retrouvée, j'avais plus de points, j'avais grillé toutes mes cartes. Comme tu disais, je me faisais contrer régulièrement. Après, on a essayé d'aller chercher les mechas en fait que tu obtiens quand tu fais des doubles. Et puis au final, on a toutes réussi à en récupérer un, soit en faisant actionner nos pouvoirs. Bon. Mais en fait, je vois ce que tu veux dire parce que on a d'autres personnes qui nous ont dit ah oui, mais c'est un jeu, il faut mettre l'ambiance. Bah ouais, sauf que le jeu t'y pousse pas. Donc en vrai, c'est ok, peut-être il faut mettre l'ambiance, mais dans ce cas-là, c'est au jeu qui, par son game design, doit t'inciter à aller dans l'interaction, à aller dans le chambrage et tout. Là, c'est pas le cas. Tu peux jouer vraiment plan-plan de chez plan-plan, quoi. Ouais, et puis j'ai pas été récompensée par mon audace, en fait. J'ai grillé mes points de victoire pour rien. Ouais, exactement. Et si le jeu ne t'y incite pas mécaniquement, bah pourquoi tu t'emmerderas à le faire et aller prendre le risque de perdre tes cartes, ce qui effectivement t'est arrivé. Donc non, vraiment, on se demande pourquoi sortir un jeu comme ça en 2024 aussi nul, quoi, avec des combinaisons de dés. Enfin, en fait, ça, en plus, ça me fait penser un peu au genre de truc un peu à la Valeria où tu fais des combinaisons de dés pour récupérer des trucs ou des ressources. Enfin, c'est d'un chiant. Et puis c'est long pour pas grand chose. Même on faisait exprès un moment de faire en sorte de faire diminuer la pioche le plus vite possible puisque c'est ce qui marque la fin de partie, quoi. C'est ça. Donc on s'entraînait toutes à faire le maximum pour que la pioche disparaisse le plus vite possible. Donc voilà, vraiment, tant mieux si personne s'éclate sur ce jeu. Pour moi, c'est absolument, ça tient du mystère, quoi. Ok. Ensuite, on a joué un jeu qui sera quand même notre meilleur fou rire du festival. On peut déjà le dire. Oui, ouais, c'est le même pour moi. C'est mon meilleur fou rire. Voilà. Alors c'est un jeu auquel on n'avait pas du tout envie de jouer au début, on va être très honnête. On a été un peu happé par une animatrice qui nous dit venez y jouer. On dit non, ça va aller. Et puis bon, qui insiste et tout. Donc finalement on y va et on a joué avec l'un des deux auteurs du jeu, puisqu'on a joué à Mindemy, qui est donc un jeu de Renaud Libralesso et Pierrick Libralesso, donc qui sont frères, qui sont les auteurs de l'Hippogramme. Ce jeu est illustré par Florence de Nazel et édité par Oléma. Donc c'est un jeu, je pense, qui sort soit qui est sorti ce week-end, soit qui est dans les jours à venir. Alors c'est un peu un jeu ce qu'on appelle les jeux icebreaker. Je sais pas si on peut qualifier comme ça. Oui, c'est ça. En gros, on va chacun notre tour piocher une carte avec 3 questions. On en choisit une, on la lit aux autres joueurs et joueuses. On marque sa réponse. Les autres doivent marquer la réponse qu'ils imaginent pour nous. Ensuite, on compare et celui qui est le plus proche gagne 1 point. Et si on arrive à matcher parfaitement, je crois qu'on a un bonus, c'est ça ? Je pense que la joueuse active gagne 1 point aussi. Oui, la joueuse active gagne 1 point aussi. Écoute, le jeu réinvente rien. C'est vraiment, en termes de game design, c'est plus que très léger. Je sais pas si les questions sont particulièrement bien ou pas. Il y en avait qui étaient un peu. Moi, j'ai trouvé que toutes les questions se valaient pas, hein, clairement. Mais il se trouve que on a commencé à faire une blague à un moment, tout en début de partie, et puis la blague, elle est restée pendant toute la partie. Et ça s'est terminé en apothéose où on a eu un véritable fou rire. Et donc, on a un super souvenir de la partie et du jeu, mais je pense que c'est plus conjoncturel. Enfin, voilà, c'est plus lié au contexte que au jeu. Je suis pas sûre que ça se reproduirait avec un autre groupe de joueurs ou joueuses sur le même jeu, quoi. Oui, c'est ça, c'est toute la beauté des jeux de société. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut se passer un événement inattendu, voilà, une conjoncture qui fait que on va avoir cet instant un peu magique. Là, c'était un fou rire pour nous, mais ça peut être d'autres types d'émotions d'ailleurs, hein. Mais et en plus, on jouait avec l'auteur du jeu, ce qui, le gars était plutôt content de comment s'était déroulée la partie, je crois. Oui, et là, ce qui était drôle, c'est que forcément, lui, il nous connaissait pas du tout, alors que bon, nous, on se connaissait tous assez bien. Lui, il nous connaissait pas du tout, donc c'était assez amusant même on s'est aperçu quand même que parfois, il avait bien meilleures réponses que nous. Mais c'est lui qui a gagné, c'est lui qui a gagné. Ouais,
C'est un peu effrayant quand même. Voilà, et notre dernier tour de jeu a été assez mémorable. Je pense qu'on s'en souviendra, toute notre vie. Donc c'est clairement pas un jeu grandiose. Des icebreakers un peu mieux designés, il y en a plein. Maintenant, là, c'est vrai qu'il s'est passé un truc un peu magique sur cette partie qui fait qu'on a, on s'est vraiment bidonné, quoi. On continue après avec Flowers. Alors Flowers, c'est un jeu auquel moi j'avais joué à Vichy. J'en avais déjà parlé dans le débrief de Vichy. Un jeu de Paul-Henri Argiot, illustré par Julie Gruet et publié chez Actarus Éditions. Donc c'est le premier jeu publié par Actarus Éditions. Moi, si les auditeurs auditrices avaient écouté le débrief de Vichy et ont une bonne mémoire, ils savaient que j'avais pas trop aimé le jeu. En fait, c'était un jeu c'est un peu un jeu de puzzle qui a un petit côté puzzle game dans le sens où on va tirer des cartes, enfin des cartes carrées avec des numéros et des couleurs, et il va falloir les agencer de manière à faire des suites de couleurs. Mais attention, pour que dans la suite les cartes comptent, il faut qu'elles soient en groupe. Elles forment un groupe de même valeur. Donc, par exemple, il faudra, si on veut qu'un 4 compte dans notre suite de couleurs, il faudrait qu'elle soit dans la même zone que d'autres 4. Et là, pour le coup, ça peut être de n'importe quelle autre couleur. Donc, il va falloir agencer nos petites cartes de façon à faire un motif qui nous permette de maximiser nos points. Moi, j'avais trouvé ça pas foufou, pas très original, inutilement brainy, parce que c'est quand même assez casse-tête. C'est vraiment le genre de jeu où j'ai l'impression qu'on a joué à plein de jeux comme ça qui nous demandent de faire un petit tableau building en agençant le mieux possible pour marquer un peu dans tous les points. Enfin, il y a plein de petits points à prendre en considération. Et puis il y a une histoire avec des papillons qui te font marquer des points en plus. Bon, c'était un peu plus sympa que ma première partie, mais j'ai toujours la même opinion sur le jeu. Ouais, moi, je suis passée complètement à côté de ma partie. J'avais omis une règle, pourtant qui avait été bien expliquée parce que l'animateur avait à sa disposition un document qui présentait une situation de jeu, qui montrait comment les points étaient marqués et comment justement les points négatifs aussi entraient en ligne de compte. Avec un recto verso, une première situation où il nous demande de relever un petit peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, et puis de l'autre côté de la feuille, la situation résolue avec quelles sont les cartes qui s'en vont, comment est-ce qu'on va compter les points. Donc ça, c'était quand même très clair pour expliquer la partie, mais ça ne m'a pas empêché de passer à côté parce que j'avais oublié la règle fondamentale des 5 cartes minimum pour pouvoir compter la zone. Bon, déjà, ça, c'était pas fou. Et puis aussi la possibilité qu'on avait si on récupérait une carte, parce que les cartes, on peut les prendre aussi en blind. Si on récupérait une carte qui nous arrangeait pas trop, eh bien, on pouvait superposer des cartes entre elles. On pouvait écraser. Voilà, c'est ça. Donc, quand même 2 règles un peu importantes. Donc moi, j'ai un goût de reviens-y parce que le côté brainy dont tu parles, moi, il me plaisait plutôt. Un peu puzzle casse-tête, j'avoue que ça ne me déplaît pas. Et puis, j'ai fini avec un score négatif, donc forcément, c'est pas possible, je peux pas rester là-dessus. Donc, si jamais l'occasion se représente, moi j'y rejouerai, je pense. Oui, alors on peut dire vraiment que c'est l'aide de jeu qui était présentée pour expliquer les règles. En fait, enfin c'était une fiche un peu, tu sais, plastifiée au format A4 avec la situation de fin. À votre avis, qu'est-ce qui va pouvoir compter ou pas? Et puis après, l'animateur retourne pour nous montrer, effectivement le scoring final. Super bien fait, ça, on peut pas dire, hein, ça, au niveau plutôt que d'une explication orale qui aurait été sûrement longue et un peu abstraite. Là, c'était super pratique parce qu'on comprend tout de suite, enfin, on comprend beaucoup mieux comment ça va fonctionner. Ensuite, on a joué, alors là, je pense que c'est sûrement le meilleur jeu auquel on ait joué du festival. Moi, c'est mon préféré, hein. Ouais, c'est mon préféré. Voilà, on a joué à Pikit qui était notre pire jeu. Là, je pense qu'on a le meilleur. Donc, c'est Behind, un jeu de Cédric Millet qui va sortir chez Kif Édition, je pense, à l'automne prochain et qui est illustré parce qu'en fait, il y a 3, on va dire, scénarios avant qu'on rentre dans les explications. Mais il y en a un qui est illustré par Pierrot, un par Martin Wittberg et un par Maud Chandmel. C'est un jeu coopératif dans lequel on va avoir des petites tuiles et on va devoir reconstituer en fait un puzzle. Mais ce n'est pas juste un puzzle, c'est également une sorte de... C'est pas une énigme, c'est pas une enquête. Des déductions peut-être. Ouais, il y a une histoire à reconstituer qui va fonctionner avec mi du puzzle, mi de la déduction.
Et à la fin, quand on est persuadé d'avoir bien replacé et fait notre rectangle selon le bon format, eh ben on va pouvoir retourner les tuiles et ça doit former un paysage en dessous. Et on verra tout de suite si on s'est planté ou si c'est complètement cohérent. Donc nous, dans le scénario de démo qui était proposé au festival, on avait un projet de pièces de théâtre qui devait être montées. Et donc, on avait un peu le tableau du metteur en scène avec d'un côté les cachets, les acteurs, les actrices, les costumes, les éclairages, etc. Et on devait reconstituer ce tableau. Et à la fin, on a gagné. On a retourné, effectivement, on a vu une illustration qui était très très chouette de la scène finalement, enfin de la scène du théâtre. Et on a quand même la possibilité de prendre aussi piocher des cartes indices si on est un peu bloqué sur. Il y a 6 indices, je crois, qui étaient possibles, qui étaient donnés, qui permettent un peu de valider ce qu'on a trouvé, ce qu'on a compris, ce qu'on a déjà là où on a déjà bien avancé. Vraiment, c'est super. Ça fonctionne ultra bien. Alors, on a joué à 4, c'est pas forcément la meilleure configuration. Je pense qu'à 2, c'est parfait. C'est un jeu qui est super original parce que le puzzle, on en a tous fait. Ça existe quand même depuis assez longtemps, les puzzles. Les enquêtes, énigmes ou reconstitutions d'une histoire, on en a tous fait. Mais les deux ensemble comme ça, j'avais jamais joué à quelque chose qui ressemblait à ça. Vraiment, j'ai trouvé ça assez bluffant. Le jeu a été primé au concours international de créateurs de jeux de société de Boulogne-Billancourt à l'édition 2023. Et il fait partie donc des 4 jeux qui ont été primés. Il avait comme nom à l'époque Puzzle Rêve. Et donc voilà, là il sera sous le nom de Behind. Vraiment, je sais que toi tu as vraiment adoré. Mais oui, parce que les indices sont présents de façon assez subtile. Il y a plein de types d'indices différents. Il y a même des fausses pistes. À un moment donné, on était parti sur quelque chose et il faut faire le deuil de ce qu'on a trouvé parce qu'à un moment donné, le puzzle va coincer. Il y a une pièce qui va pas être au bon endroit. Et ce que j'ai bien aimé aussi en discutant avec l'éditeur et l'auteur, c'est que il y a une grande diversité de propositions. Tu parlais de 3 illustrateurs différents avec 3 propositions différentes. Là, c'était un tableau pour préparer notre spectacle, mais il y a aussi une bande dessinée. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait un texte. Donc la mécanique est super et elle va pouvoir permettre plein d'utilisations différentes. Donc j'ai vraiment très très hâte de faire et j'ai très envie de le faire justement avec ma fille qui a bien aimé elle aussi, je crois. À 2, c'est parfait quoi pour nos longues soirées d'hiver. Voilà, donc ça sort à l'automne. Vraiment, vraiment, pour moi, c'est bien, c'est prenant, c'est original. On n'a pas le sentiment d'avoir fait ça 1000 fois. Et je pense qu'effectivement, ils ont plein d'idées. Enfin, il a plein d'idées sur comment réutiliser ces mécaniques. Je pense qu'il disait, il y avait un poème qui pouvait être fait. Il y avait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses possibles. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bluffant, quoi. Et ça peut. Il y a plusieurs aussi types de durée. Il y en a un qui peut être, en fonction du nombre de pièces, ça peut être 40 minutes, ça peut être plus long. Mais vraiment, notre coup de cœur sans hésitation du festival. Et puis les indices aussi qui permettent de pas rester bloqué parce que le risque aurait été que tu essayes et puis c'est raté et puis voilà c'est fini. Là l'auteur conseillait de regarder les indices quand on pensait avoir terminé pour confirmer ce qu'on avait trouvé pour éviter de se gâcher le plaisir d'une image ratée à la fin quoi. Ouais, tout à fait. Ensuite, on a joué à Bomb Busters. Alors, encore un jeu coopératif. Donc, moi, je vous avais parlé dans le débrief de Cannes que j'avais fait avec Elodie. Donc, c'est un jeu qui est édité par Cocktail Games d'Hisashi Hayashi. L'artiste, c'est Dom 2D. C'est un jeu coop dans lequel on est des démineurs, des lapins démineurs. On doit trouver le fil rouge et avant que la bombe n'explose. Et on va, pour identifier les fils, en fait, on va à chaque fois devoir démêler les fils qu'on a devant nous, bien sûr, sans se donner d'informations. Et on les élimine par paire, un peu comme si on attrapait un fil d'un côté et puis on cherche où il est chez l'autre. Et ça permet en fait après d'éliminer des valeurs pour se rapprocher le plus possible du fil rouge qui, selon les parties, va être placé à un endroit. Nous, dans notre partie, c'est la démo, c'est le 8,5. Donc moi, j'y avais déjà joué. J'avais raconté que ma partie s'était pas très bien passée parce que j'étais avec une personne assez détestable qui avait fait beaucoup d'effets leader, en fait, qui nous disait tout ce qu'on devait faire alors que c'est pas trop le concept du jeu parce que forcément, c'est un jeu plutôt à communication limitée. Là, la partie était nettement plus agréable, en bonne compagnie.
je trouve que le jeu est sympa, mais j'ai pas un gros effet waouh dessus, quoi. Je pense que toi, ça t'a beaucoup plus plu qu'à moi. Oui, parce que j'ai trouvé qu'on passait par toute une série d'émotions différentes. La satisfaction quand on a réussi à faire un bon coup, l'appréhension à un moment donné quand on va aller à la chasse au fil et qu'on n'est pas complètement sûr, parce qu'à un moment donné, il va falloir prendre un peu de risque. Les gadgets aussi, que j'ai trouvé sympa, à quel moment on les utilise, comment on les gère. Et tu parlais d'effets leader que tu avais subis lors de ta dernière partie. Moi, je trouve que justement, c'est un jeu, si on respecte la règle, qui permet à chacun de prendre ses responsabilités. Tu vois, chacun a son rôle à jouer. Bon, je suis pas certaine que j'aurai beaucoup d'occasions d'y jouer, mais c'est vrai que la partie qu'on a faite était plutôt agréable et assez équilibrée entre nous. Ouais. Après, moi, j'ai du mal à voir comment ça peut vraiment se renouveler au fil des parties. Tu vois, au fil, c'est un bon jeu de mots. Bien joué, bien joué. Mais ouais, j'ai un peu de, j'ai un peu de mal à voir comment ça peut se renouveler. J'ai pas trop des amateurs de genre de coop à la maison, donc ça va être de toute façon, je sais que ça serait compliqué à sortir. Mais voilà, moi, j'ai pas eu un gros effet waouh devant le jeu, quoi. On a fait une mission de base. J'ai l'impression que les missions peuvent se complexifier, non, au fur et à mesure? Oui, oui, c'est ça, c'est l'idée, hein, c'est l'idée, hein. Mais en fait, moi, je peux pas m'empêcher de me dire que ça doit être quand même assez répétitif, en fait, d'un point de vue mécanique. Peut-être. Et puis, je me demande aussi si tu vachement habitué au jeu, si tu pas des façons de jouer qui font que tu vas trouver des petites techniques pour, enfin, tu vois, gagner un peu systématiquement. J'en sais rien. Je saurais pas trop dire ce qui m'a pas enthousiasmé à fond dans le jeu, quoi. Et après, ça, c'est super perso, mais je trouve que c'est pas le petit présentoir dans lequel on a nos petits bouts de fil et tout, c'est pas ultra facile à manipuler. Quand on a des indices qui viennent, on met des petits marqueurs pour indiquer, bah là, j'avais un 7, là, j'ai ci. Je trouve que c'est pas toujours super lisible. Moi, je trouvais que c'était pas un jeu qui était facile à expliquer. Tu vois, on avait des animateurs ceinture noire. On voit que ce sont des gens qui sont très habitués. Et ben malgré tout, ça prend du temps, quoi. Tu vois, c'est pas aussi immédiat que ça pourrait être dans ce genre de jeu. Oui, oui, on est tout à fait d'accord. Ça s'explique pas en 2 secondes, en fait. C'est pas un jeu qui est si simple que ça à expliquer. Ensuite, on a joué à un jeu qui sortira lui aussi à l'automne. C'est Crack 29. Et il va sortir, ça, c'est un hasard du calendrier. Il sortira le jeudi 24 octobre 2024. Puisque son thème, il est consacré au jeudi noir, en fait, à la crise boursière de 29. Et c'est un jeu dans lequel, en fait, on va jouer en 4 manches et on va avoir des cartes qui ont deux côtés, en fait. Enfin, chaque carte est divisée en deux. C'est des cartes qui représentent finalement des actions des sociétés qui sont cotées en bourse. On va faire des échanges, le jeu va démarrer, on va avoir une phase d'échange qui n'est pas rythmée par un sablier et effectivement ça a de l'importance. Alors au début on est un peu perdu sur ce qu'on doit faire, mais en fait on va s'échanger des cartes. L'idée c'est d'arriver à former une combinaison de couleurs, en fait de compagnie, et puis ensuite de la poser. Et ensuite, à la fin de la manche, on regarde qui a posé quoi. En gros, c'est comme si c'était les actions qu'on avait vendues. Donc, puisqu'on les a vendues, on va faire baisser le cours de ces compagnies. Et ensuite, on regarde ce qu'on a encore en main et on va prendre on va compter les pertes qu'on a par rapport aux cours qui viennent d'évoluer. Donc, si par exemple, on avait du General Motors et que General Motors, quelqu'un a posé 4 cartes, General Motors a perdu, on va dire, 4 millions. Et si moi, j'ai encore en main 2 cartes General Motors, je vais perdre 8 millions. Et donc, en fait, c'est un jeu dans lequel le but est d'être celui qui aura le moins de pertes financières, de pertes en millions, parce qu'on est en millions tout de suite, à l'issue des 4 manches. Et donc, voilà, on va jouer comme ça. Puis, il y a une petite mécanique qui va aussi... pour le premier à poser ses cartes, qui aura vendu son portefeuille, et pour le dernier à l'avoir fait, il y aura des sortes d'événements ou de petits bonus qui peuvent se déclencher. Alors, c'est clairement un jeu qui a un thème super original, parce que c'est pas du tout un thème très exploité. Déjà, c'est une période historique qui est assez violente. Et puis, en plus, tout ce qui est bourse, le domaine boursier, c'est pas non plus ce qu'on voit le plus fréquemment. Et pour avoir discuté avec les auteurs, ils ont vraiment à cœur de faire passer le côté très frénétique qu'on peut avoir en tête quand on imagine des salles de marché.
Alors, aujourd'hui, beaucoup de choses sont, dématérialisées, mais c'est vrai qu'avant, dans les bourses, on échangeait vraiment, à la criée, quoi. Enfin, ça se faisait vraiment un peu comme nous, on faisait 2 cartes, 3 cartes et cetera. Enfin, donc l'idée, c'est vraiment de retrouver aussi ces sensations-là. C'est pas du tout un thème facile et tout. Moi, j'ai trouvé quand même le jeu avait des bonnes qualités. Il manque peut-être encore un petit quelque chose pour que le jeu soit vraiment, top. Je sais pas parce que on leur disait peut-être qu'il y a des choses qui sont pas assez cadrées dans le jeu et en même temps, le fait que ce soit pas cadré, c'est le groupe de joueurs ou joueuses qui va trouver son équilibre dans les échanges et à un moment, on sent bien que les échanges se terminent, d'eux-mêmes. En fait, on arrive très bien à mettre fin, c'est pas interminable du tout, les phases d'échange sont pas interminables. Donc moi, je serais assez curieuse de rejouer encore, au jeu, tu vois, peut-être dans 2-3 mois pour voir un peu s'il y a eu encore des évolutions. Oui, l'idée, c'était vraiment de vivre des émotions telles qu'on pouvait les vivre dans les salles de marché et je trouve que c'est plutôt réussi parce que, finalement, on joue un peu les unes contre les autres alors que si on s'entraidait un minimum, on pourrait se faire des mains pas trop moches. Tu vois ce que je veux dire? On la joue de façon individuelle. Comme tu dis, on sait pas trop, comment démarrer. On va essayer de refourguer les actions qui ont plutôt mauvaise presse, mais de toute façon, ce qu'on va récupérer, ça va être pire. Et même quand on a le sentiment d'avoir récupéré une main pas trop mauvaise, eh bien, comme les joueuses avant toi, elles vont faire baisser le cours des actions, peut-être que finalement, ton portefeuille, il va être aussi pourri que les autres. Donc ça, c'est assez drôle à voir et bien rendu. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'au bout d'un moment, les chiffres n'ont plus de sens. Au début, tu perds 12 millions, tu te dis: «Ah là là, j'ai perdu 12 millions». La manche d'après, tu perds 40 millions, mais en fait, la différence entre 12 et 40 millions, tu la vois même plus. Ouais, ouais, c'est Et vrai. et j'ai le sentiment que les traders, c'est un peu ça, tu vois? Ils manipulent comme ça des sommes d'argent complètement indécentes et sans se rendre compte, véritablement de la réalité de ce que ça représente, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai on sent vraiment que le propos du jeu, c'est de faire ressentir, le côté très frénétique et comme tu le dis, on pourrait s'arranger entre nous, sauf qu'à un moment, le côté frénétique l'emporte sur la raison et donc on se met dans un échange presque irrationnel, tu vois? Et je pense que parfois même, on échange sans trop savoir ce qu'on échange, en fait. On fait un paquet de cartes à échanger, et si on voit que quelqu'un a 3 cartes et que nous, on en propose que 2, pour faire l'échange, on va rajouter une de nos cartes et comme on est dans un moment frénétique, on fait plus trop attention. Et ça montre comment on perd un peu de la rationalité, qui serait très différente si on se posait vraiment et qu'on préparait nos lots, tu vois, tranquillement dans une phase de calme qui ne serait pas en temps réel, enfin, avec ce côté-là. Donc je pense que c'est vraiment leur intention, quoi. Notre attitude, elle évolue aussi. C'est-à-dire que la première fois, moi, j'essayais de faire une main la plus optimale possible, sauf que vous alliez plus vite et je me retrouve la dernière à poser, ce qui fait que je me prends un préjudice. C'est un peu double peine, quoi. Alors le tour d'après, je vais aller beaucoup plus vite, je vais aller rusher pour être la première à poser, sauf que je fais moins attention aux cartes et peut-être que j'aurai une main plus petite et je vais me retrouver avec plus d'action. Enfin, c'est rigolo aussi de voir comment on évolue au cours de la partie. Ouais, tout à fait. Les auteurs sont Charlec et Christian Rubiella. L'éditeur, c'est Débacle le jeu, mais je n'ai pas le nom de l'illustrateur ou illustratrice encore. On continue avec c'est pas la même limonade, c'est le cas de le dire, un jeu Pina Colada Dice, dont Élodie avait parlé dans le débrief de Cannes. Alors on en est même quasi, moi je mettrais pas ma main à couper, mais pas loin. Mais on s'est dit que probablement le jeu était né du jeu de mots du titre et que c'était à peu près tout ce qu'il y avait dans le jeu. Parce qu'en fait, c'est un jeu dans lequel on fait quoi? Une énième déclinaison du Yams, voilà. C'est Voilà, on va faire des combinaisons avec 5 dés et puis ensuite, en fonction de ce qu'on arrive à faire, on va placer nos petits verres à cocktail sur des emplacements qui ressemblent à des sous-bocs. Voilà, j'ai fait 3-6, j'ai fait, une suite, j'ai fait, 5 fois la même valeur, blablabla. Ça rapporte des points et puis en plus, si j'arrive à me placer en adjacence, ça me fait des bonus et puis si j'arrive à faire une ligne, enfin une ligne ou une colonne ou une diago, je fais pina colada et je mets fin à la partie. C'est chiant à mourir, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Il n'y a rien dans le jeu, à part le titre qui est rigolo. Il s'est même pas bien thématisé parce que je sais pas, ils auraient pu faire en sorte que les sous-bocs correspondent à des vrais noms de cocktails. Enfin, j'en sais rien, c'est même pas fait. C'est paresseux au possible, quoi. Je trouve pour moi, c'est du foutage de gueule de sortir un dérivé du Yams comme ça, en 2024, quoi. Puis en plus,
Quand ça arrive à ton tour de jeu, tu dois regarder toutes les combinaisons possibles. Tu peux pas anticiper ton coup, puisque de toute façon, ton coup va dépendre de ton jet de dés. Et quand c'est à toi de jouer, il y a... Donc c'est très très long, c'est très très long. C'est ça. Tu as une dizaine de sous-bocs à regarder et en fait, ça doit prendre un temps. Et quand on joue à 4, les 3 autres attendent un petit peu. Donc c'est vrai que on s'est bien ennuyé, quoi. Et puis je te rejoins, la thématisation n'a aucun sens. Non, non, non. Non, parce qu'en fait, soit il fallait faire le truc à fond et trouver un moyen de faire coller avec le titre, soit, enfin, je sais pas. Et même, enfin, je vois vraiment, c'était, oui, c'était, en plus, c'est comme tu le dis, c'est long. À chaque fois que tu fais ton coup, pour le temps que tu fasses ta combinaison, il faut que tu dois tout sous-peser. C'est horrible, quoi. Enfin, un vrai calvaire. Bon, c'était un jeu de Yann Dupont, illustré par Crocota, mais proposé par Yellow. Je crois que ça sort en juin, mais vraiment, vous pouvez passer votre tour, hein. Sauf si vraiment vous voulez jouer à tous les dérivés du Yams dans votre vie. À part ça, je vois vraiment pas trop de raison de vous infliger ça, quoi. Voilà. Et pourtant, moi, j'aime les pina coladas, donc c'est vraiment pas de chance. Et les cocktails en général. En fait, tu veux dire que c'est un thème racoleur, c'est ça? Un peu racoleur et maltraité, donc en plus, je trouve ça vraiment triste, quoi, pour un si joli thème. Parce qu'on va dire que le cocktail soit si présent dans le monde du jeu de société. Pas l'impression que ce soit le thème le plus utilisé. Ensuite, on a joué à Ouch. Alors, Ouch est un jeu de Théo Rivière et Romain Catergian, illustré par Fran Collado et qui est sorti chez Devir et qui était sorti il y a 2 ans et là qui est localisé en France par Atalia. Donc, c'est un petit jeu de collection dans lequel on va devoir collectionner des fleurs de 4 couleurs différentes. Et la grosse particularité, c'est que quand on prend une carte, on doit indiquer de quel côté on la prend. On retourne et si on a les doigts posés, le côté qu'on a pris, il y a des épines de cactus. Ouch, on se pique et on ne peut pas prendre la carte et on doit la défausser. Et tout le sel du jeu repose sur cette petite idée en fait pour la prise de carte qui est franchement très très marrante. Le jeu après c'est un petit jeu de collection ultra basique qui mérite pas de se relever la nuit. Mais c'est vrai que rien que pour ce petit gimmick, le jeu est chouette. Comme quoi, une petite idée peut faire quelque chose d'intéressant. Ouais, moi, ça m'a pas emballé plus que ça. Par contre, c'est vrai que c'était mignon. À côté de nous, il y avait une autre table qui jouait au même jeu et c'était une famille avec un petit garçon qui n'osait pas retourner la carte. Il avait vraiment intégré le fait qu'il y ait un cactus dessus et il avait peur de se piquer et j'entendais ses parents qui disaient « Non, mais c'est pour 2 fois, vas-y !» Bon, c'était mignon. Mais bon, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Ah, moi, j'ai trouvé ça... tu vois, moi, je suis plus enthousiaste que toi. Vraiment. Je trouve qu'il y a cette petite idée-là, elle vaut le jeu, hein. C'est un tout petit jeu de cartes. Vraiment, je trouve que c'est une très bonne idée, quoi. On continue avec maintenant Infiltraître. Donc, Infiltraître, c'est un jeu qui sort chez Ori Games, qui est sorti chez Ori Games, de John Keane et Liam Keane, qui sont peut-être frères, ou père et fils, ou je ne sais pas. En tout cas, ils ont le même. Je pense qu'il n'y a pas un hasard qu'ils aient le même nom de famille. L'artiste, alors, c'est Mansoon, mais je suis pas sûre parce que moi je vois la version. Si c'est les mêmes illustrations entre la version, la version française et puis la version d'origine. Donc c'est un jeu coop dans lequel on va devoir trouver les traîtres. Alors comment ça va jouer? On a 4 couleurs, on a avec des valeurs de 1 à 15, c'est ça, il n'y a qu'une valeur dans chaque couleur, donc il n'y a qu'un 15 rouge par exemple. On va avoir chacun un traître devant nous que les autres ne peuvent pas voir et on va, pour donner des informations à nos partenaires, on va pouvoir poser des cartes devant nous ou chez eux, chez elles, qui vont permettre de donner des informations sur la couleur ou la valeur. Donc, par exemple, si j'ai le 15 rouge, je vais poser devant moi une carte rouge et donc je vais la mettre droite et donc vous savez que j'ai soit un 15, soit du rouge. Et ainsi de suite, on va faire ainsi des déductions. Et on a une petite planchette avec un stylo, un feutre là, nous ça marchait très, très mal, c'était assez compliqué, c'était un peu dégueulasse nos petites planchettes. Je sais pas si elles avaient pas survécu au festival ou pas. Ouais, il y a un correctif, hein, il y a de nouvelles planchettes qui sont données avec le jeu quand tu l'achètes. D'accord, OK. Donc ouais, parce que là c'était vraiment pas foufou la qualité, quoi. Et en fait, selon les cas et si on n'a pas trouvé et qu'on arrive à la fin de la pioche, on a perdu.
Et on a aussi la possibilité à un moment, à la place de jouer, de dire, de prendre le pistolet et de dire je tire sur le traître, je pense que le traître est le 15 rouge. Et si on a 7 balles ou un truc comme ça, et puis si on a perdu une vie, hein, l'équivalent d'une vie. Sinon, au moins on a trouvé un traître. Et puis, si j'ai bien compris, il y a une sorte de campagne avec une difficulté croissante. C'est ça, une sorte d'émissions à accomplir qui sont de plus en plus difficiles, si j'ai bien compris, hein. D'accord. Bon, écoute, moi j'ai été ni emballée, j'ai pas aimé et j'ai pas aimé non plus, quoi. J'ai vraiment, tu vois, j'ai pas été enthousiasmée, j'ai pas trouvé ça nul. J'y rejouerai avec plaisir, mais je suis pas sortie en me disant ah je l'achète de suite, quoi. Je sais pas, j'ai pas trop d'avis, quoi, en fait, sur le jeu. Oui, et puis il y a des choses un petit peu étranges parce que tu disais qu'on avait toute notre traître, la carte à deviner devant nous, mais ça c'est une action qu'on peut faire dans le jeu. C'est-à-dire qu'on peut commencer la partie avec juste une personne avec un traître devant et je perçois pas pourquoi on pourrait pas l'avoir depuis le départ. Parce que poser un traître devant soi, ça signifie défausser une carte de la pioche. Mais on pourrait partir du principe qu'on met 4 cartes de côté dès le départ, et puis on donne à chacune un traître avant de commencer. Là, je vois pas l'idée. Par contre, la déduction, et une fois de plus, j'ai l'impression que j'arrête pas de dire ça depuis qu'on a commencé à parler de notre débrief, c'est que typiquement, moi, ça me plairait de faire jouer des enfants à ce jeu-là parce que l'idée de soit la couleur, soit le nombre, de faire ces déductions-là, peut-être avec un registre numérique plus petit, je sais pas trop, mais je trouve ça intéressant. C'est des choses que j'ai envie de faire à des enfants, quoi. Avoue que c'est juste parce que t'as surtout envie qu'ils se tirent dessus avec le gros pistolet inutile qui est mis. Ouais. Bon, ça, j'avoue que ça me pose un souci, qu'on tire comme ça sur les personnes. Bon, parce que même quand on a une bonne réponse, la balle, elle est tirée, hein. Tu sais, tu disais qu'on perdait une vie, mais en fait, t'as tiré, quoi. Donc, on a un nombre limité de chances pour faire notre déduction. C'est-à-dire que si on n'avait pas le 15 rouge, si on avait le 15 rouge, pardon, on a quand même dépensé une balle pour faire notre déduction. Et puis, s'il y a eu un petit moment où on a eu un petit coup de pression parce qu'on était plutôt sereine, hein, ça se passait plutôt bien notre partie, mais à un moment donné, on s'est rendu compte que la pioche diminuait un petit peu rapidement, et si la pioche est terminée, on a perdu. La pioche, ça s'appelle le quartier général, je crois, dans la règle, et on a dû un petit peu gérer cette pioche parce qu'on va tirer une carte quand on fait une déduction chez le voisin. Donc il a fallu un petit peu temporiser cette chose-là. Bon, on a passé un bon moment quand même, hein. Non, moi j'ai passé un bon moment, mais je peux pas te dire que j'ai fait waouh en sortant du jeu. Mais j'y rejouerais bien, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est que je pense que ça vaut vraiment le coup d'y jouer puis de s'y consacrer et de rentrer un peu dans le côté campagne. Parce que si on fait une partie comme ça, si tu refais toujours la partie de niveau 1, bon, ça doit vite être pas très folichon, quoi. Ensuite, on a joué à un prototype de Fanelia et Taharn qui s'appelle Magicarta. C'est un jeu narratif dans lequel on incarne pour ce qu'on a vu, hein, on a fait le premier tableau qui va se composer de 9 tableaux, je crois, dans lequel on incarne un petit fantôme à qui il arrive une aventure, il y a une histoire, et qui va mélanger de la narration, de l'énigme, etc., etc. J'ai compris qu'il y avait environ 24 ou 25 énigmes en tout pour constituer toute l'histoire. Et ça, voilà, on va avoir des tableaux qui vont s'imbriquer. On n'en dit pas trop parce que sinon on gâche un peu le plaisir. Et il y a clairement vraiment l'envie de raconter quelque chose. C'est très très beau. Ça, franchement, il n'y a pas de. On a fait waouh quand même, hein, je pense, quand on a vu la première planche. On a tous eu le côté waouh. Et les énigmes qu'on a vues, c'était quand même assez léger, donc ça semble viser un public assez familial, c'est-à-dire qu'on peut vraiment jouer avec des enfants. Peut-être qu'il y a aussi des thématiques un peu plus dures ou des énigmes un peu plus difficiles qui vont survenir au fil de l'aventure, ça on sait pas trop. Moi, ça m'a quand même beaucoup plu, même si je trouve qu'il y a un peu trop de texte dans le jeu.
parce que même c'est pas qu'une question. Alors déjà parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec la lecture et ça c'est quand même un gros point qu'il faut avoir en tête. Et puis parce que dans les jeux narratifs, on le sait à un moment, la narration qui passe que par la lecture de cartes, c'est un peu dommage. Alors que là, on a vraiment un univers visuel qui peut vraiment porter la narration. Et je me demande si ça vaudrait pas le coup d'élaguer un peu le texte, quoi. Oui, la grande force, c'est vraiment ce que tu disais, les tableaux sont sublimes. C'est vraiment magnifique. Et tu parlais de l'effet waouh, quand les plateaux en plus s'agencent les uns avec les autres, ça te fait toute une map. En plus, c'est recto verso, enfin, c'est très très impressionnant. Après, effectivement, il faut voir la suite des énigmes et la suite de l'histoire. Voir si ça se complexifie un petit peu, voir un petit peu les découvertes aussi qu'on peut avoir. Fanelia, c'est l'autrice de La Clé, tu sais, ce livre d'énigmes qui était aussi absolument magnifique. Voilà, on est un peu dans cette idée-là. Et puis ce petit fantôme, au départ, il a perdu la mémoire. Donc, en fait, on est un peu en terrain connu aussi. On n'est pas perdu par ce qu'il faut faire. C'est un peu Zelda qui se réveille au début de l'aventure. Il y a un petit côté aussi Ella et l'éclat de la montagne Oui, tout à fait. dans la manipulation des cartes. Et puis, bon, moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire en famille, effectivement. Moi, je sais que c'est typiquement le genre de jeu dont je suis pour le coup tout à fait fan et que j'aime bien faire parce que j'aime beaucoup voir tout ce les jeux narratifs ils arrivent à proposer, voir s'il y a des idées originales pour voilà. Et là, je trouve que quand même par l'image, il y avait beaucoup de choses qui arrivaient à passer. Et c'est pour ça que je pense qu'en fait, c'est vraiment le point fort du jeu par rapport au texte. Donc, voir si le visuel arrive à l'emporter un peu sur la narration écrite. Et en tout cas, s'il y a un poster qui sort, je l'achète. C'est pour mettre dans ma chambre. Et Fanelia, elle fait aussi des puzzles énigmes, dont les énigmes sont conçues Oui. par Baptiste Derez, qui est l'auteur de Flashback, Zombie Kids et Lucie, qui travaille au passe-temps également. Et les puzzles, en tout cas, Fanelia, elle fait les visuels. Les puzzles sont absolument magnifiques. Enfin, moi, je les ai vus. Du coup, elle les exposait. Elle avait des boîtes et tout. Moi, j'ai acheté un puzzle direct. En rentrant, j'ai commandé un puzzle parce que j'ai trouvé ça absolument splendide, quoi. Et donc, on va passer au dernier jeu de notre festival. Alors, on a fait d'autres parties de quelques autres jeux, soit des jeux qu'on connaissait déjà, dont on avait déjà parlé, soit des jeux qui étaient des rééditions sur lesquels on n'a pas trouvé que c'était pertinent de revenir. Mais le dernier jeu auquel on a joué, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Avant-Après. C'est un jeu d'Antonin Bocara, illustré par Martin Wittberg, et donc qui sera édité chez All Chap, si je dis pas de bêtises. C'est perspective en beaucoup plus réussi, si on pouvait le définir, enfin selon moi. En fait, on va avoir deux équipes. On a une illustration qui est à peu près d'une taille de feuille A4, et il y a une équipe qui est à l'avant, une équipe qui a l'après. À chaque fois, il y a eu un événement, il s'est passé quelque chose, et donc voilà. Et on va devoir répondre à des questions. Et on va répondre à ces questions en fait, en échangeant sur ce qu'on voit et en reconstituant un petit peu le déroulé des événements. Donc, et on a des questions qui sont successives. Donc, on va valider les choses progressivement. Et j'imagine aussi que ce qu'on valide nous permet d'être de plus en plus attentif à certains vraiment détails. Il y a une petite gradation de la difficulté en fait dans le déroulé des questions. Moi, je trouvais que c'était vraiment bien, quoi. Enfin, là, j'étais assez dans le truc. Et j'ai trouvé que ça marchait bien pour nous et aussi pour nos filles. Enfin, elles étaient à fond, quoi. Oui, moi j'aimais bien l'idée de la question quelle est l'image qui était avant et quelle est l'image qui était après. C'est la première question qui était posée et c'est assez original comme question. Et puis effectivement, elles étaient hyper attentives aux détails. Elles ont compris pas mal d'histoires assez rapidement. C'est comme ça que ça s'est passé. En fait, leur imagination faisait qu'elles arrivaient à reconstruire l'histoire rapidement, ou en tous les cas à s'imaginer une histoire qu'on validait ou pas en fonction de ce qu'on avait dans le côté. Donc, ça donne la part belle à cette imagination, ce qui est plutôt chouette. Et en fait, moi, par rapport parce que c'est vrai que c'est un peu comme en perspective, puisqu'on n'a qu'une partie des informations, on va échanger ce qu'on voit pour essayer de reconstituer les événements.
Mais la différence, c'est que là, t'as pas ce sentiment de difficulté artificielle. Là, et puis comme c'est un panorama, en fait, il y a plein de petits détails à aller voir, en fait. Donc, il y a des trucs que tu vas peut-être identifier à un moment, mais qui vont te servir plus tard. Enfin, je trouvais qu'il y avait vraiment ce sentiment que c'était... on va se dire, est-ce que toi tu vois ça? Est-ce que toi tu vois ça? On se répond vraiment et je trouve qu'il y a un vrai dialogue qui s'instaure. Alors que dans Perspective, c'était plus de la... Bon, voilà, on décrivait nos cartes et puis après, c'était un peu limité et que c'était un peu artificiel la difficulté. Là, il y a vraiment... je trouve que c'est beaucoup plus fin et beaucoup mieux fait au final. Et la discussion, elle est beaucoup plus libre et du coup plus immédiate. Enfin, il y a une immédiateté dans les échanges qui est assez chouette, quoi. Oui, parce que tu as une image qui fourmille dans Perspective, tu as une petite carte où finalement il n'y a pas 50 trucs à décrire. Là, tu en as un petit peu partout, ce qui fait que tu vas te plonger, tu vas avoir un sens de lecture qui peut aussi varier d'un côté, d'un groupe à l'autre, et d'où cet intérêt de poser des questions, d'interroger, d'avoir une intention dans les interactions qui effectivement rend les choses plus riches. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Donc voilà, ça c'était notre dernier jeu. Écoute, on a fait quand même pas mal de parties. Il y a quelques jeux vraiment pas fous, hein, même vraiment pas bien mais on a quand même eu des bonnes surprises. Et puis vraiment, voilà, je pense qu'on le dit, notre coup de cœur c'est Behind, hein, qui a tout parce que c'est agréable, c'est fin, c'est subtil, c'est malin et c'est original, quoi. Vraiment. Oui, et puis finalement, à 4, on a réussi à se retrouver sur chacun des jeux, en fait. Chacune de nous a pu avoir sa place. Et ça aussi, c'était agréable, j'ai trouvé. Notre groupe a bien fonctionné autour de la table de jeu. Tout à fait. Écoute, Mad, je te remercie beaucoup de m'avoir accompagnée pour ce débrief et pour ce long week-end toulousain. C'était bien cool. Ça restera un bon souvenir, un très bon souvenir. Ouais. Bah oui. Ouais, à un moment, on s'est quand même, on avoue que le samedi après-midi, quand c'était vraiment bondé de monde, on a été en centre-ville et on est bien sûr passé au passe-temps. C'était passage obligé, hein, forcément. Et c'était très sympa. Oui, Nicolas parlait de pèlerinage. Les gens qui font ça, il appelle ça des pèlerinages. Mais je pense que c'était un peu ça quand même. Et c'était bien parce que c'est vrai qu'on a eu l'occasion de pas mal discuter avec les gens de l'équipe. C'était très très bien, c'était très chouette. Écoute, est-ce que tu repartiras en festival avec moi? Est-ce que tu crois que tu feras ça? Oui, ça me dirait bien, ouais. On a des projets là, on en reparlera. Mais je pense qu'on va se trouver des projets, pas de souci. Et écoute, je te remercie encore 1000 fois et puis on remercie tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Et on va bientôt un prochain débrief avec Mad, j'espère en tout cas. À bientôt, salut! Salut!